Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 24 janvier et voici le sommaire. Nous ouvrirons une page sport avec du basket, du foot, mais aussi du sport automobile avec notre invitée Michèle Mouton. Légende des rallyes, elle est la première femme et à ce jour l'unique à remporter une manche du championnat du monde des rallyes. Une inspiration pour beaucoup alors que le 93e rallye Monte-Carlo a lieu en ce moment. Nous partirons ensuite à la découverte dans un reportage d'une toute nouvelle exposition présentée à la Villa Sauber et recevrons pour en parler juste après son commissaire Benjamin Laugier. Autre découverte, celle du monde du cirque pour les enfants de la Principauté à qui les artistes du Festival du cirque de Monte-Carlo ont offert un moment privilégié ce matin. Et puis nous terminerons en musique avec un concert exceptionnel donné par 4 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en hommage à l'indétrônable Mozart. Démarrons cette édition sur cette victoire hier en basket. En s'imposant à Bologne 86-80, Monaco a mis fin à une série de 3 défaites de suite en Euroleague. Mais le match n'était pas gagné d'avance. La Roca Team a été menée une bonne partie de la rencontre avant de s'affirmer au cours du 4e quart-temps, grâce notamment à un Mike James en grande forme qui a permis aux Rouges et Blancs de conserver leur 3e place. Alors que le départ du rallye Monte-Carlo a été donné hier sur la place du Casino, vous avez d'ailleurs pu le suivre en direct sur notre antenne. Nous sommes aujourd'hui en duplex avec une pilote de rallye légendaire, grassoise, 4 fois vainqueur de manche du championnat du monde des rallyes et vice-championne du monde en 82. La presse la surnomme le beau volcan noir en référence à son tempérament de feu et à son style de conduite énergique. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Michèle Mouton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en ce moment dans les locaux de la collection des voitures du Prince pour la Journée internationale du sport féminin créée par l'UNESCO. Le thème de cette première édition en Principauté est le sport automobile. Pourquoi cela vous tenait-il à cœur de faire partie du projet ? Bien écoutez, d'une part parce que j'ai fait partie, pour le livre, j'ai écrit la préface, donc évidemment j'étais concernée. Et puis bon, les femmes dans le sport automobile, je me suis occupée de ce sujet pendant 12 ans à la FIA en tant que présidente de la commission. Et donc toutes des amies qui sont là aujourd'hui, des gens que je connais bien, et puis des femmes. Et donc parler des femmes, c'est évidemment un sujet qui me tient à cœur. Ce rendez-vous est une initiative médiatique qui vise à promouvoir l'égalité des sexes dans le sport et notamment à encourager la participation des femmes dans ce milieu. Vous avez été vous-même témoin d'inégalités au cours de votre carrière ? Écoutez, c'est un sujet qui n'était pas d'actualité parce qu'à mon époque, les femmes étaient très libres et on n'avait aucun problème pour conduire des voitures. Et comme aujourd'hui d'ailleurs, je crois que trop souvent les femmes se mettent elles-mêmes des barrières parce qu'il n'y en a pas en sport automobile. Le sport automobile est ouvert à tous et donc c'est qu'une question d'envie et de volonté de faire ce sport qui génère une adrénaline incroyable et qui m'a donné beaucoup de satisfaction. C'est le message que vous souhaitez faire passer. Je rappelle que vous vous adressez à des jeunes issus des universités de la Principauté, principalement aujourd'hui. C'est ça ? Ne vous mettez pas de barrière ? Je pense que trop souvent, on se crée soi-même les barrières parce que c'est peut-être un moyen de se défendre, de dire que c'est pas facile, mais en fait, le sport automobile, ce n'est pas facile et donc il faut se donner complètement et savoir pour repousser ses limites tout le temps. Mais c'est un super sport fantastique que j'ai adoré et vraiment, j'encourage toutes les femmes à faire ce sport parce que c'est fabuleux, quoi. Et félicitations, vous êtes toujours la seule femme à avoir remporté une épreuve du championnat du monde des rallyes et en 2010, la première présidente de la commission de la FIA ayant pour but de promouvoir les femmes dans le sport automobile. Vous réalisez que vous êtes un exemple pour beaucoup ? Par la force des choses, je réalise évidemment, mais bon, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont fait du sport automobile à un haut niveau. J'ai ici Cathy Muller qui est avec moi, qui en circuit était fantastique. Il y a eu des pilotes de rallye fantastiques à mon époque aussi. Et donc, il y a eu après aussi l'Australienne Molly Taylor en rallye. Donc, il y a eu beaucoup de femmes, Pat Moss à l'époque, enfin beaucoup de femmes. Moi, j'ai été la seule à gagner des épreuves du championnat du monde, mais des femmes qui ont fait du sport automobile, il y en a toujours eu. Et c'est ça aussi le message pour moi qui est important aujourd'hui, c'est de dire que c'est depuis très longtemps que les femmes participent.
la participation est faible, mais cela ne veut pas dire que parce qu'elle est faible, elle ne peut pas être optimale et réussir. Donc c'est cet encouragement que j'espère pouvoir transmettre aussi. Et avec le public, vous allez évoquer un livre que vous avez mentionné qui célèbre un siècle de femmes pilotes de la F1 au rallye et qui ont couru à Monaco. Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage dont vous avez signé la préface ? Écoutez, simplement, le sujet est très vaste, mais c'est un sujet très intéressant. Et comme je vous disais, la participation des femmes en sport automobile, ça a toujours été un intérêt parce qu'en définitive, conduire une voiture, ce n'est pas une question de sexe. Pour aller vite en voiture, il n'y a qu'une trajectoire, que ce soit en rallye ou en circuit, et ce n'est pas une question de genre. Donc, c'est important que les femmes sachent que tout est ouvert pour elles, tout est prêt. Et je pense que le jour où en ce moment, il y a Sarah et Julie qui attaquent une saison complète en championnat WRC2. Et franchement, je les encourage complètement parce qu'elles vont avoir la possibilité de s'exprimer tout au long de la saison et non pas une course par-ci, par-là. Et ça, c'est fantastique et c'est comme ça qu'elles vont progresser, avancer et j'espère qu'elles vont nous faire un beau résultat. Et donc un mot sur la dernière édition du rallye. Et tout se passe pour le mieux et j'ai vu que Sarah était bon, elles vont tranquillement et progressivement et c'est le but pour elles. Et je suis évidemment tout ce qui se passe sur le rallye, bien sûr. Merci Michel Mouton d'avoir été avec nous. Je rappelle que les résultats quotidiens du rallye sont à retrouver dans l'émission Les Experts chaque soir sur Monaco Info. Ce vendredi, c'est à 21 h. Merci. Pour clôturer cette page sport du foot avec la conférence de presse d'avant-match organisée en prévision de la rencontre de demain entre l'AS Monaco et le Stade Rennais en Ligue 1. Alors que les hommes d'Adi Hutter sont donnés favoris, je vous propose d'écouter le coach. We won this game, important win against Aston Villa. I think that gives us lots of confidence back, but it was a Champions League. But not only with one victory everything is fine. No, we know that we are in a shape. We have to invest much more, and also I expect from a team that they bring the same performance on the pitch against Stade Rennes. Stade Rennes is an experienced team, also had an experienced coach, and we have to come back also in the championship on the right path. And we work hard for this, and I want to see the same attitude of the players. What we showed against Aston Villa, we have to work in both directions. We did it, and this is the way we come out of our situation. Et le coup d'envoi de la confrontation sera donné au Stade Louis de demain, samedi à 17 h. Ce 24 janvier marque le début d'une nouvelle exposition à ne pas manquer à Monaco. Son nom, Agora. Elle est présentée à la Villa Saubert jusqu'au 4 mai prochain. Marie Bonnet-Blanc et Jean-Alexandre Dordet nous en donnent un aperçu dans ce reportage. Collectionner, étudier, produire, conserver et transmettre. Ici, toutes les missions du musée font l'objet de réflexions. Pour cette 3e édition, les labs vont à la recherche de nouveaux publics. Ça peut être des scolaires, on a un partenariat extrêmement resserré avec l'éducation nationale, des associations, évidemment le public général pour lequel on organise des visites guidées traditionnelles. Mais ce qui avait été initié par mon prédécesseur, ce que nous voulons perpétuer et ce dont nous voulons parler dans cette exposition, c'est tous les programmes singuliers, sur mesure, que nous mettons en place, notamment les apprentis collectionneurs, comment on achète avec les enfants, les élèves de terminale et de première de la Principauté, comment on organise des résidences d'artistes en milieu scolaire, mais pas seulement, la création numérique, tous ces programmes dont bénéficie aujourd'hui presque une génération de résidents à Monaco et de monégasques, puisque ça fait 15 ans que le musée existe dans cette nouvelle formule, et bien de faire un peu le bilan de tous ces programmes pédagogiques qu'on a pu mettre en place, qui sont ingénieux, qui sont singuliers et qui sont sur mesure. Rita Ferreira est portugaise et elle a été choisie par une étudiante dans le cadre d'un de ses programmes pédagogiques, et pour cette artiste, c'est une véritable chance. When I received the notice, the news that the apprentices of collectors would love my work and to be acquired, to be in the collection of the Museum of Monaco, I was super happy to have this new, and because it's such a big project, large scale, so it always kind of difficult to think in the private collection. So, and to be the honor to be represented in this museum, it was kind of super happy to me, and this is how I
I really wanted to come here and to see how it was installed here and to see again the work after this year. So I was super happy. Une nouvelle exposition dédiée à Marie-Claude Beau qui aura pendant ses 50 années de carrière jamais cessé d'essayer de parler à de nouveaux publics. Et nous recevons pour parler plus en détail de cette exposition son commissaire. Bonsoir Benjamin Logier. Bonsoir. Qu'avez-vous souhaité donner à voir à travers cette exposition ? Alors Agora à la place du musée était effectivement une exposition dans laquelle le musée est heureux de présenter ses programmes pédagogiques qu'il peut mener grâce à ses nombreux partenaires qui sont déployés depuis plusieurs années. Une exposition de ses collections, de ses acquisitions en fait avec les apprentis collectionneurs depuis 2017. Aussi des travaux réalisés par les artistes en résidence que sont Léna Dur et Eleonore Fals qui ont travaillé autour des fonds des collections depuis ces 2 dernières années. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de réaliser un laboratoire, le temps de la recherche, de la réflexion autour de nos programmes de médiation, de nos programmes pédagogiques. Et c'est aussi l'espace d'un programme public dans lequel on va activer de nombreux projets, rencontres, performances et autres rencontres professionnelles. Vous l'avez dit, l'exposition a été conçue comme un laboratoire. Qu'est-ce que ça signifie ? On peut dire aussi que c'est le propre des labs lancés en 2015 ? Oui, en fait, c'est l'occasion pour nous de montrer, d'exposer le musée, de se poser aussi la question de comment on pourrait mieux réaliser certains travaux que sont les nôtres et missions que sont les nôtres, de réaliser en l'occurrence des programmes pédagogiques, des programmes de médiation, toujours en corrélation et en collaboration avec des artistes. Et donc ce lab que vous avez conçu propose aussi au sein du musée un espace de rencontre, de performance. C'est bien plus qu'une simple exposition. Oui, en fait, ça a été l'occasion pour nous d'inviter Olivier Vadreau, qui est un artiste et designer, à réaliser Kerkis, qui est l'espace de l'Agora dans lequel on va pouvoir se déployer le programme de projection, les rencontres publiques, les performances qui vont se tenir tout au long de l'exposition Agora. Quel est le prochain rendez-vous à ne pas manquer ? Alors c'est le 13 février prochain avec la performance de Katia Kameni, Le Cantique des oiseaux, suivi d'une projection et d'une rencontre avec l'artiste. Et alors ce nouveau projet intervient à l'aube d'une grande transformation de la Villa Saubert qui va passer de 650 m² à 4000. Les travaux sont prévus en avril prochain et devraient s'achever en 2029. Cet agrandissement conséquent va ouvrir le champ des possibles ? Oui, absolument. On espère que justement, pendant cette période-là, on va pouvoir envisager de nouveaux déploiements de nos programmes hors les murs, mais aussi dans les espaces du musée, le temps des travaux. L'occasion pour nous de réfléchir avec de nombreux artistes à la façon dont on peut faire musée partout en Principauté, mais aussi ailleurs, à l'étranger, dans les régions ou alentours de la Principauté. Merci beaucoup Benjamin Logier pour tous ces détails qui, on beaucoup. l'espère, donneront envie à nos téléspectateurs de se déplacer jusqu'à la Villa Saubert pour en découvrir davantage. Merci à vous. Les yeux émerveillés, une centaine d'élèves de la Principauté a eu la chance aujourd'hui de visiter les coulisses du Festival du Cirque de Monte-Carlo. Un moment exclusif auprès des artistes, des dresseurs et de leurs animaux qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le sujet est signé Gaëtan Lebrun et Marie-Ève B. Depuis 5 ans, le Festival international du cirque invite chaque année les enfants de la Principauté à venir découvrir les secrets de leur métier. Au programme, plusieurs spectacles avec les animaux emblématiques du cirque pour permettre aux élèves d'approcher au plus près les animaux, de les nourrir et d'échanger avec les dresseurs pour comprendre la complicité qui les lie. Ils apprennent quand même que c'est un métier très sérieux et que soigner des animaux, c'est un peu comme à la maison avec un chien ou un chat, ça demande beaucoup de l'attention. Les gens du cirque, ils travaillent beaucoup, ils travaillent très dur, surtout les gens avec les animaux. Ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de week-end, ils sont 24/24 avec leurs animaux et c'est toute une histoire de compétence et de complicité entre l'homme et l'animal et c'est ça qu'on veut montrer ici avec les répétitions, mais surtout aussi avec la ménagerie où on voit bien comment ils sont soignés les animaux, comment ils sont traités. On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais celui des enfants aussi. Malgré la présence d'animaux impressionnants qui sortent de l'ordinaire, c'est le spectacle canin qui a laissé le meilleur souvenir aux élèves. Le spectacle qui m'a plus marqué ce matin, c'est celui des chiens. Quand ils ont fait le salto arrière. Ils passaient sous le monsieur, quand ils sautaient au-dessus du monsieur. C'était incroyable. Un moment inoubliable pour ces enfants qui ont eu la chance à la fin du spectacle d'aller visiter la ménagerie des animaux.
Et il reste encore quelques dates si vous souhaitez vous rendre sous le chapiteau de Fontvieille. La dernière représentation est prévue dimanche le 26 à 19h30. Un peu de musique de chambre avant de refermer ce journal. Hier, le Quatuor du Soleil, formé par des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a fait vibrer l'auditorium Régnier 3 dans le cadre du festival Mozart. José Sacré et Jean-Alexandre Dordet. Outre une collaboration avec l'Opéra de Monte-Carlo pour 2 opéras, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose jusqu'au 2 février la 4e édition du festival Mozart à Monaco avec au programme 7 concerts. Le premier a été donné jeudi 23 février à l'auditorium Régnier 3. C'était un happy hour musical avec le Quatuor du Soleil, formé de Nicolas Delclos, violon, Il Young-che, violon, Charles Locchi, alto et Caroline Rouland, violoncelle. C'est un quatuor qui en réalité a vu le jour il y a 2 ans lors d'un petit festival dans les Cévennes, et il y a eu comment est-ce qu'on pourrait dire, un lien de convivialité qui est resté, et là l'occasion a fait le larron pour ce concert et nous nous retrouvons avec grand plaisir. Et je dirais que peut-être une particularité de ce quatuor, c'est que les 2 violonistes permutent pour la partie de premier et de second, et donc là aussi ça donne une collégialité supplémentaire. Quand on est musicien comme vous depuis quelques années dans l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, vous faites beaucoup de musique, vous travaillez beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire à côté de la musique de chambre? C'est quoi? C'est un plaisir? C'est un besoin? Oui, c'est vrai que la musique de chambre, c'est une possibilité pour les musiciens d'orchestre de s'exprimer sans avoir forcément une baguette en face de soi. Majestueux. Et le prochain concert de la série Mozart à Monaco est prévu demain. Rendez-vous donc sur le site de l'OPMC pour les réservations. C'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous pour l'après-JT. Ce vendredi, une de nos équipes nous emmène dans le ciel de Mondovì. La ville italienne accueille chaque année un festival de montgolfières et Monaco était représenté avec son ballon rouge et blanc que vous allez découvrir dans un instant. Mais juste avant, vos prévisions météo présentées par Frédéric Elion et les photos de Stéphane Dana sur l'exposition qui a ouvert aujourd'hui à la Villa Sauber. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à toutes et à tous, fini le grand soleil. Samedi, le temps sera variable avec un ciel bien couvert et de rares éclaircies. Quelques gouttes pourraient tomber tout au long d'une journée où les températures augmenteront avec 10 degrés prévus le matin et 14 l'après-midi. Samedi 25 janvier, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les pôles. Et depuis 2023, en France, le 25 janvier est aussi la journée nationale de lutte contre le sexisme. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.